Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 51. Edo Beach, le dernier franc d'Empire. Dans son histoire de l'Église couvrant les 4e et 5e siècles, l'écrivain chrétien Zosomène, natif de Gaza, écrit autour de l'année 450 la chose suivante. Géronte, le plus efficace des généraux de Constantin, devint son ennemi. Et croyant que Maxime, son ami intime, était bien qualifié pour la tyrannie, il l'investit de la robe impériale et lui permit de résider à Tarragone. Géronte marcha alors contre Constantin et prit soin de mettre à mort Constant, son fils, à Vienne. Dès que Constantin apprit l'usurpation de Maxime, il envoya un de ses généraux, nommé Édobir, au-delà du Rhin, lever une armée de Francs et d'Alamans. Histoire ecclésiastique, livre 9, chapitre 13. Alors, il serait inexact de laisser penser que la mort d'Arbogast signe la disparition totale des Francs d'Empire dans le commandement militaire romain, puisqu'on trouve notamment trace au début du 5e siècle d'un certain général franc nommé Édobir, mentionné par les historiens de l'Antiquité tardive comme Zosomène ou Zosime. Mais on est obligé de constater tout de même que les choses ont bien changé, 15 ans après la fin dramatique de l'aventure d'Arbogast. Alors, pour vous résumer à grands traits l'histoire peu banale d'Édobir, dont on sait fort peu de choses d'ailleurs, il s'avère que ce franc fait partie, en compagnie d'un certain breton nommé Géronte, des compagnons de Constantin III, l'usurpateur qui s'est emparé de l'Angleterre en révolte en 407, alors que la frontière vient juste de s'effondrer autour de Cologne avec l'invasion des supergroupes le 31 décembre 406. Constantin III et ses hommes vont débarquer en Gaule du Nord au printemps suivant, pendant que le désordre est général. Et après avoir combattu les légions loyalistes comme les barbares, ils vont fixer leur quartier général à Arles en 409. De là, Constantin III va prendre le contrôle de l'Espagne en y envoyant le fameux Géronte et tenter en parallèle de négocier sa reconnaissance avec l'empereur Honorius à Ravenne, déjà aux prises avec Alaric le Goth en Italie, après avoir bêtement exécuté Stylicon l'année précédente. Mais tout va partir en vrille pour l'usurpateur dès 410. D'abord, Géronte décide de le trahir et déclenche sa propre usurpation à partir de Tarragone en Espagne en proclamant empereur un de ses amis romains nommé Maxime avant de tuer le fils de son ancien patron nommé Constant. Quant à Honorius, l'empereur refuse sa main tendue et nomme un autre général du nom de Constance cette fois pour tenter d'écraser l'usurpateur en Arles. C'est à peu près à ce moment-là que revient dans notre histoire le général franc Édobir, dépêché en catastrophe vers le nord par Constantin III pour lui ramener une armée de secours de Francs et d'Alamans. Car, coincé dans la ville impériale de Provence, c'est sa dernière chance de se sauver, à la fois contre son armée rebelle dirigée par Géronte, accourant d'Espagne, comme des loyalistes d'Honorius menés par le général Constance, venant d'Italie. Géronte va bien grossir son armée, en s'alliant avec une partie des supergroupes d'Alain et de Vandale de 406, et va reprendre tout le sud de la Gaule, avant de mettre le siège devant la ville au printemps, 411. Juste lorsqu'arrive le général Constance d'Italie, qui choisit d'abord d'éradiquer Géronte, puis à son tour de mettre le siège devant Arles. Constantin III reste donc encerclé par un autre ennemi que son ancien bras droit, attendant désespérément l'armée germanique d'Édobir pour le tirer de là. Et si le franc va bien finir par arriver à la fin de l'été, c'est pour, à son tour, tomber sur Constance qui, meilleur général que tous les autres, triomphe une nouvelle fois et écrase l'armée de secours franco-alémanique sur les bords du Rhône.
Edobir va tenter de sauver sa peau en se cachant chez un ami provençal qui décide malheureusement à son tour de le trahir. Il lui coupe la tête qu'il offre au général d'Honorius pour s'acheter ses bonnes grâces. Et ainsi finit le dernier général franc d'Empire à l'été 411, entraînant la fin de la rébellion quelques semaines plus tard avec la chute de Arles et l'exécution de l'usurpateur Constantin III. Ce qui, sans surprise, ouvre la voie à la prise de pouvoir du général Constance au rôle de co-empereur qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Constance III, quelques années plus tard. Alors, il y a quelques leçons à retenir évidemment de la séquence totalement insensée de cette étrange guerre des Gaules de 409 à 411 si vous êtes un gallo-romain du Nord. D'abord, devant une telle pagaille, qui a pu garder le moindre intérêt pour ce qui se passait à Ravenne, sincèrement? Quand le mot de loyaliste ou de rebelle n'a plus vraiment de sens de toute façon, au gré des usurpations et des contre-usurpations, on peut douter que les hommes du nord de la Gaule aient conservé la moindre fidélité ou le moindre intérêt envers qui que ce soit qui se prétendait légitime empereur romain quelque part dans le sud. Et puis de toute façon, qui pouvait sérieusement se présenter comme chef de l'armée romaine à ce stade? Géronte, qui s'était allié avec les Vandales et les Alains sévissant à l'ouest depuis l'irruption de 406, ou Constantin III, qui comptait sur Edobir et son armée de secours franque et alémanique, ou l'homme d'Honorius, le général Constance, arrivant d'Italie avec une armée remplie de Goths et de Huns pour écraser tout le monde. Les armées étaient toutes remplies de mercenaires d'origines diverses, soutenant le prétendant le plus offrant avec une fidélité toujours relative. Ce qui rendait pour le citoyen romain lambda l'idée de soutenir une armée plus qu'une autre par patriotisme pro-romain assez absurde en réalité. Abandonnés à leur sort par Ravenne, qui les avait clairement laissés tomber, avec une province en proie à une anarchie croissante, on peut imaginer qu'assez rapidement, les habitants du nord de la Gaule ont dû se faire une raison et accepter la prise de contrôle de leur territoire par les seuls hommes capables d'opérer en tant que force militaire efficace. Contre rétribution, bien sûr. Ce qui garantissait au moins pour le gallo-romain moyen un résultat tangible du point de vue de la sécurité et des affaires. Et si la vérité autour de 410-420, c'était que la transformation politique en cours au nord de la Gaule était moins le fruit d'une conquête violente du pouvoir qu'une invitation faite aux Francs par les gallo-romains à prendre le contrôle militaire du pays, consternés par le spectacle des ambitions des généraux du Sud et le chaos créé par leurs disputes. Une option alternative improuvable, mais qui a peut-être plus de vraisemblance qu'une hypothétique conquête militaire violente des Saliens dont on n'a jamais retrouvé la trace.